Promotion de la bonne gouvernance, la Cour des comptes questionne la gestion comptable de la chose publique. Le coup d'envoi du jugement accéléré des comptes de gestion des comptes publics a été donné ce matin. Un processus assorti de renforcement de capacités pour aller vite dans l'apurement du passif. Mois de mars, mois de la femme, et en ce premier jour, nous entamons une série de reportages sur les femmes. Halte aujourd'hui sur des jeunes filles qui font leur premier pas dans le génie civil. Élection présidentielle au Niger, Mahaman Ousmane n'en finit pas de dénoncer les résultats. Il a une fois de plus donné de la voix ce week-end. Il exige également la libération de la centaine de personnes interpellées lors des manifestations post-électorales. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Carnet d'audience du président du Faso. Pour commencer, le chef de l'État a reçu ce matin une délégation sénégalaise. Le Sénégal, qui est candidat à l'élection du président de la CAF, le pays de la Teranga, sollicite donc le soutien du Burkina Faso. Le point des échanges avec Bernard Kombelem et Sekou Zongo. C'est une délégation sénégalaise porteuse des messages du président Macky Sall à son homologue Roch-Marc Christian Kaboré. Composée de 5 membres dont le ministre des Sports, la délégation présente au président du Faso la candidature du Sénégal à la tête de la Confédération africaine de football CAF et sollicite le soutien du Burkina Faso. Nous avons un candidat qui s'appelle Maître Augustin Senghor, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au-delà de sa personne, au-delà de la candidature sénégalaise, nous travaillons pour qu'il y ait un consensus, que effectivement toutes les énergies puissent être mises ensemble, et c'est comme ça qu'on pourra effectivement développer le football africain. Donc ce n'est pas une question personnelle, c'est le rôle du Sénégal, c'est le rôle du Faso. Nous tous, nous sommes ensemble et nous devons effectivement travailler pour que l'Afrique reste unie en toutes circonstances, parce qu'une élection, ça passe, mais le travail continue. Travailler pour un consensus du football africain, c'est aussi le vœu des autorités burkinabées qui entendent jouer leur partition. L'élection du nouveau président de la Confédération africaine de football CAF est prévue le 12 mars prochain. En dehors de la candidature sénégalaise à la tête de la CAF, il est aussi question d'un partenariat sud-sud entre les deux pays dans le domaine des sports. Lancement ce matin du processus de jugement accéléré des comptes de gestion des comptables publics. Les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'État sont concernés par le processus. Un processus assorti d'une session de renforcement de capacité des animateurs de la Cour des comptes, Salifou Belem et Abdelaziz Yagibou. La Cour des comptes du Burkina se donne les moyens qu'il faut pour être à jour du contrôle juridictionnel des comptes publics. En ligne de mire, 285 comptes de l'État, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales devraient être apurés avec diligence. Et pour être à la hauteur de ce défi, les animateurs de la dite Cour enclenchent un processus de jugement accéléré de ces comptes gérés par des comptables publics. Il s'agit de comptes, comme on vous l'a dit, il y en a qui remontent aux années 63. Bien sûr, on en a éliminé certains par l'opération d'appurement administratif, mais il en reste encore beaucoup. Il s'agit non seulement de juger les fautes, les comptes, mais de détecter aussi les fautes de gestion et les sanctionner. Alors que les sanctions nous vont être prononcées, ici nous sommes encore dans les délais. Alors que si les délais de prescription sont passés, on ne peut même plus sanctionner. Le lancement officiel du jugement accéléré des comptes publics ouvre la voie à une session d'amélioration des performances des acteurs qui seront déployés. Grâce à l'éclairage apporté par des experts formateurs, ils sont appelés à s'approprier les mécanismes pour aller vite et bien dans ce processus d'appurement des comptes publics. Ce qui est plus important, c'est que ça nous permet, nous, au niveau du ministère des Finances, de prendre les mesures correctives avec, bien sûr, les comptables principaux pour que, justement, apporter des corrections et faire en sorte que les points de contrôle que nous allons mettre en place puissent éviter, justement, à l'État une érosion de ses finances publiques. Dans cette quête d'évacuation du lourd passif des comptes publics, la Cour des comptes bénéficie de l'accompagnement financier de l'Union européenne. C'est un projet qui a commencé, ça fait une année, et pour améliorer justement ces radars. Donc nous sommes très satisfaits parce qu'il y a effectivement
des travaux à faire, des rattrapages. Le jugement des comptes des comptables publics avec à la clé une sanction des fautes de gestion constitue une mission classique assignée à la Cour des comptes par la loi. Retrouvons à Bobo Dioulasso le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Zéphirin Diabré était à la rencontre des leaders coutumiers et religieux de la ville de Sia ce week-end pour leur présenter sa mission et solliciter bénédiction et accompagnement. Une démarche bien appréciée par les différentes communautés. Le témoignage de Kassoum Nilogo et Karim Sissi. Mener la mission de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale à bon port, c'est le vœu cher à Zéphirin Diabré depuis sa nomination au gouvernement. Et puis parvenir, il s'abreuve ici, à Bobo Dioulasso, à la source de la connaissance de Monseigneur Anselme Titiama Sanou. Celui-là même qui, à un moment donné de l'histoire du pays, a eu à tracer les sillons de la réconciliation nationale. C'est un homme de religion dont les conseils et les bénédictions sont toujours utiles à quiconque entreprend une œuvre. Et cela s'ajoutant, notamment par donc, le rôle qu'il a joué et que j'ai dit tantôt, qui nous avait conduit en son temps donc, à la journée du pardon, j'ai jugé opportun de venir le saluer, lui rendre hommage pour l'œuvre de pionnier dont il est l'auteur, et lui expliquer que le travail que je suis en train de conduire, bien entendu, ne peut que s'inscrire dans la filiation de ce que lui et son équipe, le Collège des Sages, en leur temps, ont fait. De là, Zéphirin Diabré se retrouve chez le chef de canton de Bobo. Le visiteur du jour explique le sens de sa mission et recueille de la chefferie ses avis et conseils afin de réussir sa mission. Nous sommes dans une dynamique de vouloir recueillir pas très longtemps, dans le cadre de concertation régionale, mais qu'il faut organiser sérieusement, l'ensemble des avis et des opinions des gens sur les problèmes qui appellent à la réconciliation et aussi sur les solutions. Mais nous le faisons pendant que les instruments qui ont été mis en place depuis la transition aussi fonctionnent et continuent à travailler. Partout où Zéphirin Diabré est passé à Bobo Dioulasso, les autres ont marqué leur satisfaction et leur engagement ferme à accompagner le processus de la réconciliation entamé pour le bonheur des populations et le développement du Burkina. C'est pas facile, il faut de la vision, il faut aussi du courage à certains moments. Et également, je les remercie d'être comme l'éléphant qui est venu et sur lequel on a voulu mettre la petite fourmi que je suis. Le problème de nos frères même qui ont pris les armes contre leurs frères, en plus il y a les problèmes de chefferie, en plus il y a les problèmes de terre, les problèmes fonciers qui est là, il y a tellement de problèmes. Donc on s'est dit la réconciliation, Sa Majesté s'est dit la réconciliation était vraiment nécessaire et c'est par là qu'il fallait commencer pour pouvoir bien gouverner ce pays. C'est une note de satisfaction que le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale prend congé de ses hôtes. Les avis et conseils donnés ça et là pourront servir de feuille de route pour un nouveau pacte entre les Burkinabés. Venons-en à présent au premier reportage de la série de sujets consacrés aux femmes en prélude à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces jeunes filles qui font leur premier pas dans le génie civil, un secteur qui demande force physique et application, mais il en faut plus pour dissuader Ghislaine et Nadège. Amadou Ilboudo et Aimé Solange Yigma les ont rencontrés au cours d'un travail pratique. Mélanger le mortier, coffrer, couler le béton, ferrailler, creuser dans le but de construire un mur. Bienvenue aux travaux pratiques des élèves en génie civil. Le génie civil représente l'ensemble des techniques de construction civile, un domaine qui attire de plus en plus la gente féminine. C'est la passion. J'aime construire. Surtout quand je vois les habitations, je suis trop passionnée. Et c'est ainsi que j'ai décidé de rentrer en génie civil pour réaliser cette rêve. Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile pour nous? Non. Dans tout travail, il y a des difficultés. Donc il faut savoir seulement prendre la chose et puis... Cette bande de génie civil est vraiment très intéressante. On trouve ça vraiment cool avec les filles. Et puis on travaille dur aussi. Aussi, ça fait partie de ce métier aussi. Donc vraiment, on est très content de participer à cela.
Le génie civil est constitué d'activités qui recommandent beaucoup d'endurance, mais les filles n'en démordent pas. Question d'innover et de se sentir utile. Au moins, on se sent important aussi là-bas. Parce que bon, les gens sont tendance à dire que les filles sont faibles. On veut leur prouver le contraire, quoi, que nous aussi on est capable de construire comme eux. C'est pas aussi compliqué comme vous le pensez. Il faut juste rentrer dans le métier et puis vous allez voir que c'est facile comme tous les autres métiers. Je ne trouve pas ça difficile au fait. Si tu as choisi cette branche, ça veut dire que tu peux le faire au fait. Donc, même si c'est creusé, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que nous les filles, on ne peut pas le faire. On peut le faire exactement et bien aussi. Donc vraiment les filles, du courage. C'est pas facile, on sait que c'est pas facile, mais on peut le faire. Si on a choisi cela, là, ça veut dire qu'on peut le faire exactement et correctement. Exécuter correctement les activités du génie civil, elles peuvent le faire et cela avec l'appui et les conseils des encadreurs qui croient en elles. C'est un travail physique dur, mais les filles peuvent arriver. C'est une volonté, c'est un engagement et s'ils s'y mettent, elles peuvent y arriver. Je les tiens dans 3-4 matières, mais ça va, en classe il n'y a pas de problème. C'est pour dire que si une fille s'engage en enseignement technique, elle doit vraiment se battre au même niveau que les garçons. Ce n'est pas parce que c'est l'enseignement technique où on va lui faire des cadeaux. Non, elle doit pouvoir soulever une brique comme un garçon. Elle doit pouvoir pousser une brouette. Voilà. Bon, on sait que physiquement la femme est un peu plus faible que le garçon, mais si elle a la volonté, on peut y arriver. Cette tendance de l'autre moitié du ciel à s'orienter vers cette filière de formation est très bien appréciée par le premier responsable du département. Ces élèves de fin de cycle sont là, donc pour ce travail-là, qui est en même temps, comme j'ai dit, une évaluation en cours d'apprentissage. Et vous voyez, ils sont motivés. Ce qui m'a encore séduit, c'est que c'est le nombre de filles qui adhèrent de plus en plus à ce projet. Il y a de plus en plus de filles qui viennent. Et puis quand je leur ai posé la question, elles sont motivées. Toutes en année de BEP, elles seront capables au terme de la formation en tant qu'ingénieurs en génie civil de concevoir, de réaliser et de réhabiliter des ouvrages de construction et d'infrastructure dont elles assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Eux sont désormais qualifiés en coupe-couture et agropastoralisme. Au nombre de 48, ils forment la dernière cuvée du Centre de promotion rurale de Djomka. Nous sommes dans la région du Sahel. Ils ont reçu le parchemin de fin de formation ce week-end et en présence du Albert Nebier et Pili Diegnanou. Ce sont 48 compétences en agropastoral que le Centre de promotion rurale de Djomka met à la disposition du monde du travail. Nantis de diplôme de qualification professionnelle, ces apprenants se disent prêts à servir aux besoins SIRA, d'où l'appel pressant des responsables du centre à quiconque qui veut des mecs qualifiés. Nous sommes des fermiers agricoles, des fermiers prêts à réinvestir les acquis, surtout de façon pratique. Donc je lance un appel fort, surtout aux fermiers périurbains qui sont en tout cas en quête de fermiers ou de la main-d'œuvre qualifiée pour leur ferme. Ces formés qui viennent de s'organiser sont prêts pour ça. Du l'avis des parents, ils souhaitent que ces filles soient des modèles dans la société. C'est vraiment l'abnégation, et vraiment la politesse dans chaque chose qu'on fait et surtout le travail. Qu'ils soient respectueux, qu'ils soient vraiment des personnes qui savent se tenir dans la société. Le comportement joue beaucoup. Donc au-delà des connaissances qu'ils ont, il y a la personnalité d'eux-mêmes plutôt qui peuvent mettre en valeur par un bon comportement, une sincérité et une honnêteté qui peut accompagner vraiment toute la qualification qu'ils ont avec eux actuellement. Le centre de Djomka est créé par l'UFC Dori et rétrocédé à l'État burkinabé en 1974. Aujourd'hui, le centre rencontre des difficultés et aux représentants du gouverneur de la région du Sahel de lancer un appel aux bonnes volontés, ONG et associations à venir en aide à ce centre qualifié dans la formation professionnelle en agro-pastoral.
Retour à Ouagadougou où le comité de revue du programme 086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques était en session le 26 février. Session pour adopter les rapports d'activité des 4 projets et programmes qui composent le programme. Il était également question de la validation des plans de travail et des budgets annuels. Nous avons suivi l'ouverture des travaux pour vous. C'est une rencontre statutaire pour examiner les plans annuels d'activité des projets et programmes rattachés au programme 086 Gestion durable des ressources forestières et fauniques. Principale interrogation, les activités dans leur diversité ont-elles véritablement contribué à l'atteinte de l'un des principaux objectifs du ministère, celui d'inverser la tendance de la dégradation de l'environnement? Nous sommes dans un contexte de changement climatique et de dégradation des ressources naturelles. Et notre préoccupation aujourd'hui, c'est que un franc qui rentre dans nos activités puisse contribuer quelque part à effectivement atteindre ces objectifs. Donc c'est de s'assurer que les activités qui sont programmées concourent effectivement à l'atteinte des objectifs du ministère. Pour l'avenir, un accent sera mis sur les insuffisances des activités antérieures. C'est essentiellement les questions de suivi et évaluation, des questions de renforcement des capacités, mais également la mise en œuvre de programmes d'investissement au niveau de la commune de Bourzanga. Le programme 086, c'est 4 projets et programmes avec le même objectif, la gestion durable des ressources, tout en minimisant l'impact négatif des interactions entre l'homme, la forêt, la faune et les écosystèmes. Cette question à présent, comment contenir le charbon bactéridien signalé dans la région du sud-ouest? Les acteurs sont à la recherche de solutions. Il s'agit également de sensibiliser les populations sur cette zoonose qui a déjà fait plusieurs victimes animales et même humaines. Les échos de la rencontre avec Issa Kazabré et Romial Patrice Toé. Le charbon bactéridien est une maladie qui affecte de nombreuses espèces de mammifères, y compris l'homme. La contamination chez l'homme se fait par consommation de viande d'animaux infectés, entre autres. Cette maladie a déjà fait 2 morts dans la commune de Guéguéré, province du Yoba. Le ministère en charge des ressources animales, appuyé par l'UEMOA, a donc initié cet atelier d'information et de sensibilisation au profit des acteurs impliqués dans la gestion des foyers du charbon bactéridien au sud-ouest. C'est une maladie qui est endémique, c'est un problème de santé publique et il était en tout cas indiqué pour nous de se déplacer pour venir encourager les différents acteurs et voir quelles sont en tout cas les stratégies et les mesures à prendre pour pouvoir continuer de telles maladies. Pour le moment, la situation est maîtrisée dans cette partie du pays. Foi du ministre Yerbanga, son département a mis en place tout le dispositif nécessaire selon lui pour prévenir d'autres cas. La situation est maîtrisée parce que depuis le 2 février, date des derniers cas notifiés, nous n'avons pas en tout cas reçu à ce jour de la part de nos services techniques locaux de nouveaux cas. Et mieux, je l'ai dit tantôt, des prélèvements ont été effectués sur des sujets sains, voilà, cheptels non touchés, pour pouvoir évaluer l'impact de la transmission de cette maladie, mais ces prélèvements sont révélés négatifs. La maladie du charbon bactéridien a une présence remarquée dans les régions du sud-ouest, du Sahel, des hauts bassins, du centre-nord et du nord. Les responsables du projet de contrôle du charbon bactéridien au Burkina Faso invitent donc les populations de ces différentes régions à beaucoup plus de vigilance et à éviter la consommation de viande d'animaux d'origine douteuse. La commune de Ouagadougou rend hommage à François Bouda, ancien chef de Manga. L'une des rues de la ville dans l'arrondissement 1 porte désormais son nom. Un hommage plus que mérité selon les autorités municipales au regard du parcours de l'homme. Commandant de cercle, député, conseiller territorial et 5 fois ministre. Images et commentaires du baptême de rue avec Urbain Benito Somé et Maïmouna Traoré. La rue 331, 6 au quartier Koulouba de Ouagadougou, porte désormais le nom de François Bouda. La commune de Ouagadougou rend ainsi hommage à l'ancien chef de Manga, connu sous le nom de Naba Baogo. L'homme dont la mémoire est honorée aujourd'hui a occupé des postes administratifs importants au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal. Homme politique, il a servi son pays à de nombreux postes entre 1946 et 1980.
commandant de cercle, député, conseiller territorial et 5 fois ministre. L'histoire retient que Feu François Bouda a été le signataire des instruments de la ratification de l'indépendance de la Haute-Volta. C'est notre manière de rendre hommage à ce grand homme qui n'est plus aujourd'hui et de l'immortaliser pour que l'histoire puisse porter ce qu'il a fait et qu'on puisse se reconnaître, qu'il puisse servir de modèle aux générations montantes. L'arrêté de baptême est remis à son épouse et c'est toute la famille qui se voit honorée à travers l'affectation du nom de François Bouda à une rue. Donc ça nous va vraiment droit au cœur que la commune ait voulu se souvenir de lui et surtout immortaliser sa présence en fait, au sein du quartier où il a été vraiment connu, au-delà même du pays, il a été aussi un père pour tout le quartier. Donc nous sommes vraiment très contents de cette inauguration. Né en 1916 à Manga, l'homme qui a conduit la délégation de la Haute-Volta à Niamey pour l'établissement des accords franco-voltaïques a résidé au quartier Koulouba. Il est décédé en 1991. Hors de chez nous et au Niger, le candidat à l'élection présidentielle Mahaman Ousmane continue de récuser les résultats proclamés par la CENI. Il a une fois de plus donné de la voix ce week-end pour dénoncer les résultats et exiger la libération de la centaine de personnes interpellées lors des manifestations post-électorales. Mahaman Ousmane persiste et signe. Le candidat à la présidentielle au Niger, battu par Mohamed Bazoum, a de nouveau contesté samedi les résultats provisoires publiés par la CENI. Résultat qui lui donne 44% des voix, quand son rival recueille près de 56% des suffrages. Le leader du RDR, Tchandji, exige également la libération des centaines de personnes interpellées depuis le début des troubles dans le pays mardi dernier. Un cas est mis en avant pour illustrer ses propos, celui de Hama Amadou du parti Modem-Fall Lumana Africa, en garde à vue depuis vendredi à Niamey, est ciblé comme le responsable des émeutes qui ont secoué la capitale. Au Burkina, le foncier et la promotion immobilière occupent une place de choix dans les quotidiens dans leur première parution de la semaine. À lire également dans les journaux des analyses sur le processus de réconciliation nationale. Vincent Kendrebogo a feuilleté quelques pages pour nous. Foncier au Burkina Faso, Maître Sankara veut secouer le karité. C'est la une d'aujourd'hui au Faso sur les réformes envisagées par le département de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville afin de mettre de l'ordre dans la gestion du foncier urbain et rural ainsi que la promotion immobilière au Burkina Faso. De plus en plus, des voix s'élèvent pour décrier l'activité de la promotion immobilière du fait du phénomène d'accaparement des terres devenues des lingots d'or. Propos du maître Benouende Sankara rapporté par Aujourd'hui au Faso. Conséquence, un certain nombre de textes sont remis sur la table pour être révisés. C'est le cas du Code de l'urbanisme et de la construction, du décret portant conditions d'obtention d'agréments et d'exercice d'activités de promotion immobilière et de l'arrêté portant validation des projets immobiliers, nous rapporte le journal du point de presse du ministre Sankara. De grandes réformes annoncées par le ministre, selon le journal Le Pays qui titre également sur la question. La révision des textes se fera de façon participative et réunira plusieurs départements ministériels comme l'économie et les finances, l'administration territoriale et l'environnement. Et tout cela entre dans le cadre du programme présidentiel selon Benouende Sankara qui a commencé par une suspension de la délivrance des agréments de promotion immobilière suivie d'une suspension temporaire du traitement des dossiers des promoteurs immobiliers, relève Le Pays. Réconciliation nationale, Nabakiba préconise une libération inconditionnelle et sans jugement. Et c'est au ministre d'État, Zéphirin Diabré, qui l'a dit alors que ce dernier était en visite au palais de Wayougia, nous rapporte Sidouaya. Et en plus, la réparation des préjudices subis et la restitution des biens saisis ou détruits de tous les mis en cause. À cela, le roi du Yatenga ajoute un mécanisme traditionnel de réconciliation qui doit être piloté par des chefs coutumiers dans une structure formalisée par décret présidentiel, nous indique Sidouaya.
Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans quelques instants, nos confrères vous retrouvent pour l'actualité en langue nationale. Agréable après-midi en compagnie de nos programmes.